On a fait une colloque bureau-maison et donc ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet, on a pris le risque qu'on s'engueule, on a pris le risque qu'on bosse pas et en fait aucun de ces trucs-là s'est passé et on a super bien bossé pendant la première année, ça nous a permis de vraiment lancer la boîte. Notre lancement commercial, on l'a fait hyper tôt, au milieu de notre bêta, juste avant d'être sur un salon. C'était un salon physique commercial et donc on a rushé toute la nuit pour être capable de livrer les derniers points manquants qu'il y avait sur la version qu'on voulait présenter pendant ce salon. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de Victor Lebeau ou Lebovici. Alors pour le coup on va en parler 2 minutes. Ça marche. Parce que juste avant qu'on démarre je te disais j'ai un vrai problème, je ne sais pas quel nom on utilise. Et effectivement tu me disais que tu étais en train de changer de nom de famille. Tout à fait, moi non plus je sais pas encore trop quel nom je dois utiliser en ce moment. Je suis en train de passer de Lebeau à Lebovici. Et en fait, c'est mon grand-père qui a changé quelques années après la Seconde Guerre mondiale pour franciser son nom. Et on a essayé de faire une première phase quand j'étais tout petit. Enfin, mon père a essayé de faire une première phase de changement de nom, donc de défrançaisation du nom. Ça n'a pas marché, ça a été long. Et on a recommencé quelques années plus tard, avant le début de ma carrière pro. Et en fait, ça a pris 9 ans. Et donc, ça vient de tomber là, il y a quelques mois. Et donc je suis en train, faut que je change tout, faut que je change mes papiers, faut que je change mon LinkedIn, tous mes documents. Et donc du coup, il y a certains trucs sur lesquels ça a été facile, genre mon nom de famille sur mon compte Gmail, mais sur d'autres trucs c'est plus compliqué. Donc ouais, t'as dû avoir les deux un peu partout et je comprends que t'as été paumé. Désolé. Oui, j'étais un petit peu paumé. Je comprends le bazar. Moi, tu vois, dans mon nom de famille, il y a une apostrophe et c'est déjà le bazar. Donc le changement complet, ok. Tu nous diras pour le titre de l'épisode et la vignette quel nom tu choisis, sans doute le nouveau. Ok. Tu nous diras. Après cette petite aparté, aujourd'hui, je suis en ta compagnie et tu es le CTO de Wavy, qui est un éditeur de logiciels à destination du monde de la coiffure. Exactement. Et des coiffeurs. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous parler un petit peu de Wavy? Ouais, alors chez Wavy, en fait, on fait un écosystème d'outils à destination des professionnels de la beauté, donc les coiffeurs, mais aussi les barbiers, les instituts de beauté. En fait, l'idée, c'est de proposer tout un panel de services qui vont leur permettre d'avoir un interlocuteur principal pour l'ensemble de leurs activités digitales et pas que. Donc aujourd'hui, on propose des outils de réservation en ligne en marque blanche, on propose la création de sites internet et un de nos produits principaux qui est un outil de gestion. Et quand je dis outil de gestion, c'est un peu facile parce qu'en réalité, c'est plus un ERP professionnel ou en tout cas dédié à la beauté parce que dedans, il y a plein de choses différentes. Il y a une CRM, un outil pour gérer les stocks, il y a un dashboard, il y a un agenda pour recevoir cette fameuse résa en ligne. Et donc en fait l'idée c'est de connecter un peu tous ces outils pour proposer une vraie toolbox aux gérants et pour leur permettre de gagner du temps. Et une de nos idées en tout cas au produit derrière ça, c'est de proposer des outils qui soient un peu proches de ce que peuvent faire des startups. La réservation en ligne, c'est un truc qui fait gagner énormément de temps. En plus dans le contexte qu'on a vécu pendant toute cette année et demie, c'est un truc qui a permis à nos clients simplement d'être capable, dans ces moments de ouverture-fermeture, d'être capable d'absorber énormément de demandes. Quand il y a eu des centaines et des centaines d'appels, en fait, les clients qui n'avaient pas la réservation en ligne étaient juste débordés, n'étaient pas capables de retraiter ça. Et ceux qui l'avaient avaient un agenda qui se remplissait direct et étaient au calme pour s'occuper de leurs clients. Tu doutes que quand tu coupes les cheveux, tu dois t'interrompre, c'est pas hyper pratique. Donc en fait, vraiment, notre idée derrière, c'est d'être capable d'apporter des outils qui vont leur permettre de gagner du temps et d'automatiser beaucoup de tâches. Je te donne un exemple qui je trouve est assez parlant.
typiquement, si t'es gérant de salon de coiffure et demain tu veux organiser une nocturne, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va te permettre de créer une indisponibilité inversée, enfin un créneau, une horaire exceptionnelle, pardon, excuse-moi. Et en fait, ça va se mettre à jour sur beaucoup d'outils. Ça va se mettre à jour sur ton site internet, donc tes horaires vont changer. Ça va passer de 19h à 21h. Ça va se mettre à jour évidemment sur ta réservation en ligne, mais aussi sur d'autres de tes outils comme ton Google My Business et ainsi de suite. Et donc en fait, l'idée, c'est d'éviter que les coiffeurs aient à faire des tâches répétitives et des tâches techniques répétitives pour que justement ils puissent gagner du temps et de l'argent. Et c'est le cœur de notre projet, c'est leur faire gagner du temps et de l'argent. L'initiateur du projet, mon associé Clément Moreno, est un père coiffeur et une mère comptable, donc c'est assez logique qu'ils soient en train de faire ça en ce moment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on soit capable de créer un cercle vertueux pour le marché sur lequel on est, pour s'assurer qu'en fait notre outil soit pas un coût, mais vraiment une source de revenus supplémentaires, parce que ça veut dire que notre marché se portera mieux, ça veut dire que les coiffeurs auront plus d'argent, et ça veut dire que potentiellement ils pourront s'abonner à d'autres de nos services. Bon, vous avez des super bêta-testeurs avec les parents de votre associé. Exactement, ça n'a pas du tout été le cas. En vérité, on les a pas pris comme bêta-testeurs au début. Ouais, ils étaient trop proches, donc on a pris des bêta-testeurs beaucoup plus éloignés. Vous leur avez dit non, pas vous. Non, ils utilisent la solution, mais depuis très récemment. Et en fait, l'idée, c'était justement de faire ça avec des gens qu'on connaissait pas du tout, avec qui on n'avait pas de biais, qu'on connaissait pas et à qui on allait pouvoir soit se faire engueuler vraiment, soit au contraire avoir des remarques positives, mais qui soient pas biaisées par la proximité ou la connaissance de l'effort qu'on apportait sur l'outil. Donc non, pendant des années, on n'a absolument pas proposé ces outils. Ah, c'est marrant comme choix. Ouais, c'est. Quand tu le dis comme ça paraît évident. Ouais, mais sur le coup, on avait évidemment hyper envie de le faire, et en fait, c'était tellement plus dur que ça paraissait logique que ce soit plus dur, et que du coup qu'on profite pas de ça. Alors évidemment, il y a un avantage colossal, c'est que Clément connaissait ce marché par cœur, donc les problématiques métiers, tu vois, toute la partie découverte utilisateur, c'était une masterclass avec Clément, et du coup je comprenais comment est-ce qu'un PNL de coiffeur fonctionnait, enfin un PNL de coiffeur fonctionnait, quelles étaient les dépenses, comment est-ce qu'ils étaient organisés, quels étaient les process à l'intérieur des établissements, et surtout les process à grande échelle pour les gros salons, et du coup ça a pu aller assez vite sur cette partie-là, qui aurait pu être un peu casse-gueule, parce qu'il y a des besoins ultra spécifiques dans cette verticale-là. Et je pense que tu auras remarqué, on fait les coiffeurs, mais on fait pas par exemple les tabacs ou les commerces qui vendent des vêtements ou le boucher, parce qu'en fait, les besoins de la verticale coiffure sont extrêmement spécifiques. Je te donne un exemple aussi, je suis désolé, je parle en exemple, mais si tu vas chez un coiffeur et que tu fais un forfait, par exemple shampoing, coupe, brushing, en fait, s'il y a plusieurs collaborateurs qui ont effectué chacun de ces services-là, ils vont être rémunérés sur la base des services qu'ils ont effectués. En fait, ils ont un fixe et un variable, comme les commerciaux. Et donc, à la fin du mois, ça qui va déterminer leur salaire final. Et du coup, si t'es pas capable de découper ce forfait, en fait, les gens vont pas pouvoir être payés, le comptable va pas pouvoir créer la fiche de paye, le gérant va pas pouvoir suivre le chiffre d'affaires de ses collaborateurs, et simplement le logiciel va pas être pris. Et en fait, un logiciel qui aurait été trop commun, trop global, et un logiciel trop généraliste aurait pas permis de répondre à ces use cases là. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un outil qui va te gagner du temps et de l'argent aux professionnels de la beauté en France, mais aussi dans pas mal de pays européens, parce qu'on commence un peu à se déployer dans ces pays-là. On est en Belgique depuis quelques temps, en Suisse et en Espagne avec pas mal de succès récemment, et c'est cool. Ok, et tous les coiffeurs fonctionnent pareil, enfin voilà, en termes de rémunération dans les pays ou en France, c'est vraiment tout le monde sur le même modèle. Ouais, c'est assez similaire. En fait, le fonctionnement des coiffeurs en Europe est assez similaire. L'Angleterre étant une exception, mais c'est une exception logique. Ça. Voilà, il y a pas de surprise quand je te le dis. Mais ouais, ils ont à peu près tous les mêmes problématiques et ils ont à peu près tous le même mode de fonctionnement. Et donc en fait, le marché, les adaptations marché sont assez faibles. Il y a évidemment de la langue. Il y a évidemment des obligations légales parce on a aussi un produit qui fait du logiciel de caisse. Donc là, il y a de la fraude à la TVA. Enfin, il y a des outils de lutte contre la fraude à la TVA qui sont évidemment pas du tout harmonisés sur le plan européen et qui sont nationaux, donc qui sont adaptés dans chaque pays. Donc ça, c'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait bien. Et sinon, le problème d'un coiffeur italien ou d'un coiffeur français sont strictement les mêmes. Ils ont des clients, ils doivent faire de l'acquisition, potentiellement avoir de la présence en ligne. Ils doivent gérer leur stock, ils doivent commander des produits, qui est un gros sujet chez nous,
ils doivent analyser leur chiffre d'affaires et vraiment les problématiques sont identiques. Et ça c'est hyper cool parce qu'il y a pas de spécificité nationale sur le métier et a priori il y aura toujours des coiffeurs. Je vois toujours des vidéos ou des trucs comme ça avec des ingés qui développent des machines pour couper les cheveux, ça marche pas. Et beaucoup d'entre nous avons des cheveux et sinon on a de la barbe et du coup il y a toujours des clients. Ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Je t'avais présenté comme CTO de Wavy. T'es également cofondateur. Ouais, tu fais partie des associés. Vous êtes combien d'associés? La séparation des rôles, ça s'est fait comment? Alors on est 5 associés. La séparation initiale des rôles, elle s'est faite simplement. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du business, qui était Clément. Il y avait quelqu'un qui s'occupait purement et uniquement de la tech, qui était Abel, et moi qui m'occupais du design et du produit. Donc en fait, on avait les 3 grands axes de l'entreprise qui étaient calés avec les trois fondateurs initiaux. Et puis ensuite, le rang de nos fondateurs s'est gonflé dans les quelques mois après s'est grandi, excuse-moi, dans les quelques mois après la création de la boîte avec Augustin et Guillaume. Guillaume qui était notre directeur commercial et Augustin qui s'occupait de la croissance et Clément qui venait donc chapeauter tout ce beau monde. Et c'est comme ça que l'organisation dans les premières années s'est créée. Ok, et alors donc du coup, toi initialement, t'as pas cette casquette de CTO, t'as pas toi tu viens du design. Ouais. Tu viens on peut peut-être revenir un peu là-dessus, mais t'as un parcours qui est un peu atypique, qui te prédestine pas forcément à CTO, CPO. T'as fait des études d'art. Ouais, tout à fait. Tu peux nous parler un peu de ce parcours avant Wavy, les petites étapes fondatrices? Écoute, moi au lycée, je savais que je voulais faire une prépa pour faire les concours des écoles d'art, donc je me suis inscrit dans une année de prépa où j'ai fait ce qui me plaisait, c'était dessiner, faire de la peinture, faire de la sculpture, et j'ai trouvé ça génial. Et donc j'ai passé pas mal de concours des écoles d'art françaises, dont celui des arts déco que j'ai eu, et en fait je suis allé aux arts déco parce que c'était un des concours que j'avais eu et le concours était difficile, et du coup je me suis dit que ça valait quand même le coup de suivre la formation. Et donc du coup ça a été le premier changement, c'est qu'en fait je suis passé de l'art pur, de l'art pour l'art au design, et j'ai pas senti la transition. C'était assez cohérent, et surtout je me rapprochais du monde économique. En tout cas je sentais que je me rapprochais du monde économique et du monde du travail. Design de quoi? Alors c'est design global, dans l'école il y a des cours de scénographie, il y a des cours d'illustration et de dessin, il y a des cours de design produit, de chaises, de mobilier, et il y a des cours de design graphique. Il y a des tas de domaines, de vidéos, de photographie. C'est une école de design, d'art et de design qui a 10 secteurs et où il y a plein de formations différentes. Et en fait, progressivement, donc moi je me suis inscrit dans le graphisme. J'ai découvert des trucs que je connaissais pas du tout, comme la typographie, la mise en page d'affiches et de livres. C'était intéressant et c'était chouette. Et en fait, j'ai découvert aussi pendant mon année d'échange à Londres. J'ai découvert ce que c'était que l'UX design, et là j'ai eu un choc et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai adoré le fait d'enquêter sur des problèmes, d'avoir une méthode comme ça hyper itérative où tu découvres des soucis, de voir que en fait tu pouvais agir sur des produits qui avaient aussi pas mal d'impact, en tout cas qui avaient beaucoup d'utilisateurs. Enfin bref, j'ai découvert un domaine entier et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et du coup j'ai continué de m'intéresser à ce sujet-là. J'ai fait mon projet de fin d'études qui était un projet un peu hybride pour l'école et qui a été reçu de manière un peu, je crois, surprise par mes profs, parce qu'en fait j'ai fait un proto avec ma camarade de diplôme. On a fait un proto d'un outil de prise de notes collaborative. Donc c'était pas Google Doc, mais l'idée c'est qu'on puisse prendre des notes à plusieurs, et du coup c'était entre un projet design et un projet d'ingé, et je crois que quelques-uns des profs étaient un peu surpris du résultat de notre année de travail. Ils s'attendaient pas à voir ce genre de truc, et ça m'a permis de découvrir l'open source et d'apprendre des tas de choses sur des gens dont j'avais jamais entendu parler, comme Richard Stallman ou ce genre de gars, et ça m'a beaucoup plu. Et en fait j'ai compris avec les stages que j'ai fait à l'école que je voulais pas travailler dans une agence de graphisme ou de com, et que ça me plaisait pas du tout, et je suis allé bosser dans une agence d'innovation. Donc en fait on bossait avec des grands groupes qui avaient plein de projets différents. Il y avait des projets d'ouverture de données, donc d'open data. Il y avait des projets d'open innovation, donc travailler dans la relation grand groupe startup. Et il y avait des projets d'intrapreneuriat. Et en gros, c'était la partie dont moi je me suis le plus occupé. Et l'objectif, c'était de créer à l'intérieur des grandes entreprises des unités qui permettent aux employés de la boîte de créer des nouvelles ventures ou des nouvelles lignes de produits qui soient intégrées dans la suite de produits de la société. Et donc la base de ce programme, c'était de construire une sorte de protocole
de recherche utilisateur ou de recherche marketing pour découvrir la viabilité d'une idée sur un marché et voir si justement il faut pousser le projet ensuite en interne dans un second temps pour aller au développement. Et j'ai trouvé ça hyper cool, mais hyper frustrant parce que je travaillais pas sur mon propre produit et donc progressivement l'envie est montée. Et en fait à ce même moment j'ai croisé Clément que je connais depuis des années parce qu'on était amis au lycée et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler du projet. Et puis ensuite le design étant un truc super intéressant, je me suis rendu compte que en fait ce qui me plaisait c'était pas comment est-ce qu'on allait faire quelque chose, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on allait bidouiller ou comment est-ce qu'on allait construire la fonctionnalité caisse, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on allait faire telle ou telle chose. Tu vois, c'était pas le fonctionnement en soi de l'outil ou du feature, mais c'était plutôt pourquoi est-ce qu'on faisait tel feature, quels étaient les besoins à la fois business, mais de nos clients aussi, tu vois, le croisement des deux qui faisait qu'on allait sortir ça. Et en fait, la partie technique est venue dans un second temps, parce qu'en fait, il y a eu en gros il y a eu un peu deux phases dans la société. Une phase où vraiment on s'est lancé et où il a fallu construire le produit à partir de rien. Il a fallu choisir les technos, monter la stack et commencer à envoyer les premiers features, à mettre les premiers bêta testeurs dessus et évidemment avec, comme tu dis, quelquefois des gadins pas mal. Et puis ensuite vraiment être capable de passer à l'échelle. Et en fait, une fois qu'on était passé à l'échelle, il a fallu structurer un petit peu, structurer nos process, l'équipe tech aussi, structurer l'équipe produit. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'un des cofondateurs, le CTO, a décidé de partir vraiment à la fin de cette seconde étape, après avoir vraiment bouclé un cycle. Et c'était vraiment un moment, un passage charnière. Donc il a choisi un moment qui était opportun dans la vie de la société et dans le rythme de la société. C'était, je pense, le vrai moment sain pour quitter la boîte, parce qu'il avait vraiment bouclé la première phase, qui est une des phases les plus importantes d'une boîte, évidemment, les quelques premières années, surtout les choix techniques initiaux, ce genre de choses. Et donc après, en fait, je me suis retrouvé quand il s'en va, les raisons, en fait. En fait, il a beaucoup bossé et le sujet commence à être travaillé. Je pense que c'était un vrai builder. C'est Abel. Abel, c'était un vrai constructeur de projets et de produits. Et je pense que il a fait ce qui lui plaisait le plus et qu'au bout d'un moment, il voyait que la suite était pas forcément ce qui était la raison pour laquelle il aimait coder, construire une équipe et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il a choisi vraiment ce bon moment, ce moment clé, ce moment charnière dans la boîte pour passer à un autre projet et c'est cool et ça s'est bien passé et c'est chouette. Mais du coup, ça veut dire que moi je me suis retrouvé à aussi j'avais depuis le début participé par exemple aux entretiens techniques avec les membres de l'équipe, j'avais participé évidemment logiquement à la roadmap et à ce qu'on allait faire avec notre produit, mais aussi à des décisions tech parce qu'en fait on était deux associés, on a travaillé beaucoup ensemble pour prendre nos décisions et savoir comment est-ce qu'on allait et pourquoi est-ce qu'on allait construire un feature, donc les deux ensemble. Et du coup, j'étais déjà investi dans la partie technique. Et donc en fait, au début de cette transition, je me suis retrouvé à prendre les choix, à avoir le dernier mot et à devoir me décider, prendre des décisions. C'est toi qui reprends complètement cette casquette-là technique, quoi. Exactement. Exactement, en tout cas dans la vision à long terme technique, mais en fait je pense que ce qui se traduit, la manière dont ça s'instancie le plus, c'est dans la décision. C'est à un moment, s'il y a un cut, il faut que quelqu'un le prenne pour que ça avance et je dois me renseigner, je dois le travailler, je dois m'assurer qu'on fait le bon choix et c'est moi qui le fais. Alors évidemment, je suis pas tout seul, on a une équipe, on a un head of engineering, il y a des gens avec qui je peux poser des questions et je peux avancer, mais fondamentalement, l'organisation de l'équipe tech, l'organisation de l'équipe produit dans son ensemble, c'est moi qui en suis en charge, d'où cette double casquette. Quand Abel s'en va, pour donner un ordre d'idée, voilà, structure de l'équipe, taille de l'équipe. Quand Abel s'en va, l'équipe tech est pas énorme. Je pense qu'on doit être, il doit y avoir 5 devs. Il doit y avoir 5 devs dans la boîte et il y a 2 product managers, il y a moi et un collègue qui est product manager. On avait bossé par le passé avec un designer qui avait passé 1 an et demi et avec qui ça s'était super bien passé. C'était hyper agréable de bosser avec un designer et de pas être le designer de son... ça faisait un truc bizarre dans ma tête de devoir réfléchir aux fonctionnalités qu'on allait faire et de faire le design en même temps. C'était galère, super agréable de bosser avec un super bon designer. Donc on était 7 au produit et il y avait 5 devs à l'époque. D'accord. Et aujourd'hui, on est quoi? On est un an, 2 ans plus tard? Ouais, on est 1 an et demi, pratiquement 2 ans plus tard. On est, il y a 10 développeurs et on est un peu plus dans l'équipe produit. Donc l'équipe a pas mal grandi, mais c'était aussi le moment de le faire, de restructurer la manière dont on bossait et d'agrandir l'équipe parce que il y avait d'autres projets. Logiquement, l'économie de la société grandissait et donc les investissements qu'on fait sont aussi orientés sur le produit pour développer plus de choses et pour avancer plus vite.
Donc, du coup, l'équipe fait x2 en un an et demi. Toi, dans ce rôle-là, tu participes notamment au recrutement, à tous les recrutements. Beaucoup de première phase. Moi, j'aime bien la phase où tu as les CV, tu dois trier les CV, tu dois rédiger l'annonce. Généralement, c'est le truc rébarbatif. Et moi, c'était le truc qui me plaisait le plus. C'était de voir les candidats et avec peu d'éléments malgré tout, un CV, c'est pas, tu vois, pour comprendre quelqu'un et quelqu'un avec qui tu vas bosser potentiellement plusieurs années, faut quand même les rencontrer. Donc moi j'aime bien cette phase de sélection des gens avec qui tu as envie de bosser, et surtout de premier coup de fil où tu essayes de comprendre les gens et de voir si ça fit, et puis ensuite évidemment participer à la c'est super marrant ce que tu dis, parce que d'habitude voilà, avec cette casquette responsable, on arrive plutôt en dernière étape. Toi, t'aimes bien être dès le départ sur la sélection des CV. Sur le recrutement, je trouvais ça hyper cool, parce qu'on allait aussi faire grandir l'équipe, mais on s'était laissé du temps pour le faire. C'est-à-dire que c'était il y a 2 ans, en l'espace de 2 ans, l'équipe a doublé, et c'est vraiment en l'espace de 2 ans. Il n'y a pas eu un x2 en l'espace de 6 mois. Ça s'est vraiment fait progressivement, ce qui nous a laissé le temps d'onboarder les gens, et du coup d'avoir le temps de trier. Tu vois, de prendre le temps de choisir les gens avec qui on avait envie de bosser vraiment sur le long terme, et pas pour des raisons d'urgence ou des raisons d'opportunité, mais vraiment on avait besoin de bosser avec quelqu'un pour telle et telle raison, et on a essayé de trouver le meilleur profil. Du coup, tu participes à cette étape de sélection des CV. Ouais. Qu'est-ce qui te fait tilt dans des CV En vrai, j'ai pas mon template de CV où j'ai ma petite case et je coche. Je trouve ça chouette quand je vois que les gens ont pas fait un seul truc, tu vois, ont pas fait je dis pas une seule grosse expérience, mais plutôt plusieurs technos, que ce soit, si c'est une seule expérience dans la même boîte, je trouve ça très cool et ça importe pas, mais je trouve ça cool quand les gens ont vu plusieurs choses. J'ai l'impression que ça donne plus de perspectives, et que ils sont capables de rebondir sur plus de problématiques, et qu'ils ont l'esprit qui est beaucoup plus flexible. C'est peut-être un biais total, mais c'est une impression. Je pense que c'est totalement biaisé, mais c'est vraiment une impression. Et je pense que ça c'est un truc cool. Et puis après, est-ce que tu sélectionnes des personnes qui t'as un profil art, déco, machin, on se retrouve les diplômes, c'est pas la tech. Alors typiquement, moi j'ai pas de soucis avec les gens soit qui ont pas un diplôme ou qui ont été self-taught ou qui ont fait de la formation. Si la personne a les compétences techniques qu'on requiert pour le poste, j'ai aucun souci avec la formation. Je serais mal placé pour dire ce genre de truc, franchement. Donc non, complètement. Et puis après, le critère numéro 1 qui a été en fait une vraie règle depuis maintenant pas mal d'années, mais au sein de toute la boîte, c'est le fit culturel. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais l'impression que c'était un espèce de buzzword, que les investisseurs, les gourous de la tech française, voilà, c'est un truc que j'avais entendu. Et en fait, la culture d'entreprise, c'est un truc hyper important, parce que en fait, c'est ça qui fait que tu t'entends bien avec les gens. Fondamentalement, c'est juste de l'humain, et est-ce que tu vas être capable de bosser avec des gens. Et en fait, des gens qui ont peut-être un tout petit peu moins de skills techniques ou un peu moins de skills techniques, mais avec qui tu t'entends hyper bien, tu vas pouvoir bosser. A priori, ils vont avoir une marge de progression qui va augmenter, et ça va bien se passer. Et ça a été un truc redoutable, c'est que il y a eu des erreurs, et parfois la personne qui avait des compétences techniques incroyables et qui surclassait les autres n'ont pas été les personnes qui ont été les plus performantes sur le moyen terme ou sur le long terme dans l'entreprise, et on a eu les cas inverses, et ça a été impressionnant. Et voilà. Donc ce premier call pour voir si ça va fonctionner ou pas, je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire la première étape et la première partie, parce que je trouve tu les revois à la fin, les candidats. Tu fais une CV pré-cal, et à la fin tu les vois sur un entretien un peu plus classique pour finaliser l'échange qui a été fait quand l'entretien technique a été efficace. Et on fait pas un entretien technique de 8 jours avec 4 exercices, ça prend assez peu de temps, c'est hyper rapide. On a fait notre petit outil un peu maison, et qui marche bien, et qui est pas mal révélateur de vous faites des katas ou des coding live avec les candidats? Exactement. On fait des sessions de code en direct, pour pas faire d'anglicisme. Je vais essayer de pas trop en faire. Et ça marche hyper bien. On l'a un peu peaufiné au fur et à mesure des années, mais ça marche hyper bien, et c'est assez cool. Donc je fais vraiment première étape, dernière étape, et
ce truc de fit culturel, ça, en fait, c'est ça qui fait que si je m'entends bien avec les gens, alors c'est au téléphone, évidemment, il y a plein de trucs. Tous ces derniers mois, ça a été beaucoup par du téléphone, mais quand on a l'occasion de se rencontrer, c'est un truc qui, je trouve, permet hyper rapidement de se rendre compte comment ça fonctionne, et du coup, après, ça fonctionne bien. Et alors, est-ce que t'as ta petite question spéciale ? Non, pas du tout. Il y a pas une question qui revient, la petite question originale. Par exemple, j'ai jamais préparé de questionnaire. C'est peut-être super pas bien, mais j'ai jamais préparé de questionnaire. J'ai jamais préparé de liste de. Pas de scoring card, pas de. Non. Et au feeling. Parce qu'en fait, c'est purement du fit culturel, et le test technique, quand j'y assiste, on a un résultat qui est lui hyper tangible et hyper clair. Et là, par contre, c'est ultra quantifiable et c'est ultra vérifiable. Donc, il y a une espèce de double extrême qui permet je pense, de faire des bons résultats avec les années, avec l'amélioration de cette routine. Ok, donc pas de préparation, tout sur le fit. Ouais. Avec le petit exercice. Ouais, non, qui compte quand même beaucoup qui compte bien. Ouais. Du coup, au-delà du recrutement, aujourd'hui, voilà, de ton rôle, tu parlais de, voilà, grosso modo, t'as pas les mains dans le cambouis, tu codes pas aujourd'hui. Par contre, t'as la dimension produit au sens, je te vois hésiter, tu codes, pas sur la code base qui est en prod. Non. Pas, non. Mais du coup, tu as cette responsabilité technique, les décisions techniques. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle justement en fait, de ce point de vue-là? C'est de faire fonctionner les deux, c'est de vraiment réfléchir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va le faire et d'associer les deux constamment. Je m'occupe vraiment de faire ça au quotidien et de voir comment est-ce qu'on va faire pour construire cet écosystème d'outils qui va être le plus satisfaisant pour nos clients et qui va être viable sur le plan technique le plus longtemps possible. Et donc c'est ce challenge d'être capable de faire des investissements sur le long terme tout en continuant d'apporter de la valeur et d'améliorer nos outils à nos clients. Donc faire des investissements long terme, faire des investissements court terme pour arriver à avoir un outil qui... Lesquels, par exemple, investissement long terme ou court terme? Tu sais, je te parlais de deux phases un peu dans la boîte. Au tout début, je te parlais même avant, je te disais qu'en fait on était un ERP et donc on avait beaucoup de fonctionnalités. En fait, pour atteindre une sorte de masse critique d'utilisabilité des features qu'on avait, il nous fallait beaucoup de features et il nous fallait les construire et il nous fallait les shipper rapidement et efficacement. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a quand même atteint une taille critique raisonnable, où on a vraiment une série d'outils qui sont confortables pour le quotidien de nos clients, où vraiment on leur apporte une solution qui leur font gagner du temps et de l'argent, et donc on peut commencer à vraiment se reposer beaucoup plus sur ces investissements à long terme. On a commencé en 2016 avec React Native. Abel a fait le super bon choix qu'on bosse en React Native. Et en fait, quand on a commencé, il y avait vraiment très peu de choses sur cette plateforme. C'était déjà un risque, c'était déjà un engagement un peu fort. Et surtout, il y avait très peu de choses. Donc en fait, les décisions qu'on prenait, il y avait strictement aucun moyen de s'assurer qu'elles étaient future-proof parce que on savait pas ce que ça allait donner dans 2 ans. Si même la techno elle-même allait être maintenue. Il y avait une grosse boîte derrière, certes, mais on savait pas si la communauté allait soutenir ce genre de truc. Donc ça a été notre première étape avec React Native. Puis ensuite, on a fait une V2. Donc on a dégagé notre V1 et on a reconstruit le produit de A à Z, ce qui nous a permis d'enlever sur le plan du produit beaucoup de manquements et de features manquants, mais aussi de mauvaises conceptions. Et puis sur le plan de la tech, de repartir d'une feuille blanche pour avoir une app qu'on continue d'utiliser aujourd'hui et qui est le socle de notre produit. Côté mobile ou... Côté mobile, ouais. Côté mobile. Et en fait, donc sur le mobile, on est passé de iOS only à Android et le web avec React Native Web, qui était aussi un choix un peu osé en 2017 et qui a bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est hyper content de ce choix-là. Et donc, il y a des choix qui ont été hyper malins et c'est les plus importants, ont été hyper malins et tiennent vraiment sur le long terme. Mais pour autant, il y a certains trucs qui eux ont pas pris, où la communauté a pas adhéré, et du coup c'est pas la lib, c'est pas le package, c'est pas la dépendance que nous on a choisi qui a été portée par la communauté. Et du coup, on peut continuer de travailler dans ce contexte, mais si on veut vraiment faire de l'investissement sur le long terme, il y a des changements de techno à opérer. Et donc on est en train dans cette seconde phase de vraiment travailler sur des changements de techno profonds.
un peu sur le côté mobile évidemment, mais aussi sur notre API. On a fait beaucoup de changements en infra aussi pour être capable de faire grandir notre base client et de scaler raisonnablement. Donc ouais, on est un peu. Du coup, les choix là que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire ou que vous avez fait récemment, c'est quoi niveau infra, niveau stack technique? Alors sur infra, ça fait pas mal de temps qu'on a bossé dessus. On avait on avait un manager de notre base de données on utilise Mongo et donc on est passé sur Atlas. On utilisait ScaleGrid avant et donc on a changé, par exemple, on a vraiment changé on a changé notre infra de A à Z à un moment où on a eu beaucoup plus de clients et on a eu vraiment beaucoup plus de monde. Donc on a vraiment tout remis à plat pour être capable d'accueillir aujourd'hui beaucoup plus de monde que ce qu'on avait par le passé. On a surtout changé sur l'API. On est en train de passer en microservices, donc avoir quelque chose qui soit plus petit pour faire de la mise en prod qui change. Sur le CI, on a changé aussi beaucoup de choses sur la manière dont on déploie nos nouvelles fonctionnalités. On a changé beaucoup de choses sur la manière dont nos repos sont organisés. Donc voilà, on réorganise en fait beaucoup tous les blocs du département, à la fois l'organisation de l'équipe, mais les outils qu'on utilise au quotidien. Et du coup, ces choix-là, tu les fais, ils te sont proposés par l'équipe, ou c'est toi qui fais de la veille, qui lit des bouquins, qui va à des confs pour regarder ce qui se fait, comment évoluent les archis, comment évoluent les... C'est évidemment les deux. Il y a beaucoup qui vient de l'équipe et l'idée c'est d'être capable d'exploiter au mieux les meilleures idées qu'il y a pour aller dans la direction qui va servir le plus nos clients et l'entreprise. Donc en fait, il y a évidemment les deux, il y a de la recherche et il y a de la veille constante pour savoir ce qui se fait bien et quels sont les best practices, quels sont les outils qui ont été prouvés et qui sont future-proof. Mais de l'autre côté, il y a évidemment des idées qui viennent de l'équipe et il y a plein d'idées. Donc du coup, le boulot est presque facile entre guillemets, mais il s'agit de les sélectionner et il s'agit de s'assurer qu'on va pouvoir que les meilleurs, on va vraiment les mettre en place et qu'on s'assure de les faire fonctionner, de s'accorder du temps pour le faire et pour être capable de les lancer. Ok. Et est-ce que dans tous ces choix-là, il y a eu des mauvais choix, il y a eu quelques petits gadins sur les deux dernières, même depuis Day One, est-ce qu'il y a eu des... En vrai, sur les choix les plus importants, il n'y en a pas eu, et ça c'est cool. Je disais, React Native a super bien fonctionné, React Native Web a aussi bien pris, donc il n'y a pas eu de gros gadins sur les choix tech. Et ça on se l'est un peu épargné. Je te dis pas qu'on n'a pas eu de gadin au lancement de notre V1 au tout début en bêta, ça on a eu des soucis avec des clients qui se retrouvent avec des trucs qu'il fallait pas, mais sinon dans les trucs les plus importants ça l'a fait et on n'a pas eu de gros soucis sur ce plan-là pour le moment, donc ça c'est cool. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gadins non techniques? Est-ce qu'il y a des gadins non techniques niveau orga, niveau orga, il y en a eu. On a fait un mauvais choix qui était de se dire qu'en fait on allait faire des mini squads. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des mini squads là, parce que vous étiez... C'est ça. Des squads de 1 ou 2 quoi. Des squads de 1 ou 2 exactement. Et du coup le problème que ça pose, qui est assez logique, c'est que dès qu'il y en a un soit qui part en vacances, soit qui est malade, en fait la connaissance disparaît pendant un laps de temps et la micro squad ne fonctionne pas. Et en fait on s'est rendu compte en toute logique qu'il fallait qu'on aplatisse les responsabilités et les interdépendances, et en fait que tout le monde soit autonome sur l'ensemble de la code base. C'est pour ça qu'on a recruté depuis le début, c'était aussi ça l'idée, mais on a recruté depuis le début que des devs qui sont full stack, qui peuvent donc s'occuper du back et du front, vu qu'on est en Node et en React Native, ça fonctionne assez bien. Et ça nous permet en fait d'être super mobile, j'allais dire agile, mais c'est débile, mais d'être super mobile et donc d'être capable de prioriser ou d'organiser la suite des projets sur lesquels on va bosser de manière hyper fluide, sans créer de gros soucis d'organisation et de structuration. Et en fait, ça nous permet simplement de partir en vacances sans qu'il y ait un souci quand quelqu'un se barre. Ça nous force aussi à faire un peu plus de doc. Et puis, je pense que c'est super intéressant pour nous, parce que quand on bosse, on passe d'un sujet à l'autre et on n'est pas cantonné à la squad qui fait un tel truc et potentiellement changer de temps à autre. Voilà. Donc ça, on a
exactement, totalement désiloter l'ensemble des projets, que ce soit l'API, on a un back-office par exemple, que ce soit l'infra, que ce soit le front et le mobile, tout ça c'est sur un même monorepo et on a tout le monde qui peut passer d'un sujet à l'autre et c'est génial pour l'organisation de l'équipe, c'est génial pour les reviews de PR, c'est génial pour la capacité de shipper du bon code parce que tout le monde sait un peu ce qui se passe sur l'ensemble des projets. Et ça je pense que ça a été notre vraiment mauvais choix en orga et il s'est finalement bien passé. En tout cas la réorganisation a été hyper efficace et nous a fait gagner en temps, je pense en confort de travail, en efficacité. Et en parlant d'orga, il y a quelques semaines, quand on se parle et qu'on planifie l'enregistrement, t'étais pas sur Paris et tu rendais visite à des collabs qui étaient pas sur Paris, ouais. Parce qu'il y a des agences, parce qu'ils habitent pas sur Paris, parce qu'ils sont en full remote, parce ouais. que vous avez choisi quoi en fait comme orga. On a fait un post-Covid. On a fait un petit rêve, un petit rêve californien. Je plaisante, mais non. En fait, sympa, on était à Paris. On était à Paris avec donc Abel, Clément et moi, et on payait nos petits appartements un peu chers. On s'est dit qu'en s'installant dans une maison tous les trois, on pourrait mutualiser nos loyers pour avoir un bureau dans une baraque et être capable de bosser beaucoup mieux pendant la première année de lancement du projet. On s'est installé dans le sud dans une maison sympa, un peu isolée mais très sympa. Vous avez fait une coloc en fait? Ouais, ça on a fait une coloc bureau maison. T'étais là-bas il y a quand j'étais dans le coin exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Et donc ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet. On a pris le risque qu'on s'engueule, on a pris le risque qu'on bosse pas et en fait aucun de ces trucs-là s'est passé. Et on a super bien bossé pendant la première année. Ça nous a permis de vraiment lancer la boîte pour après remonter à Paris et là vraiment lancer une levée de fonds, construire les équipes et consolider l'ensemble du projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'en étant dans cette baraque un peu isolée... Ah, la première année, elle doit être incroyable. La première année était pas mal, ouais. On a fait du... C'est le jour, c'est la nuit, c'est les soirées, vous parlez Enfin, c'est H24, vous parlez du produit, ouais. Du produit du projet. Et principalement du produit, ouais. Mais de tout, surtout. Enfin, tu vois, du marketing, bref, tout se passait tout le temps et c'était hyper cool. Mais du coup, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent aussi nous accompagner parce qu'on n'allait pas rester trois, il fallait qu'on fasse un peu grandir l'équipe. Et donc, on s'est un peu obligé à bosser en remote dès le début parce que il y avait des gens super forts qui étaient à Lyon. Je pense à notre head of engineering Antoine qui arrivait au tout début du projet. Il était super bon. On n'allait pas dire non, il est à Lyon, c'est stupide. Donc on n'était pas des fous furieux du remote sur le plan. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on. C'est pas un idéal, quoi. Ouais, mais c'est pragmatique. Exactement. Et puis on avait des commerciaux terrain parce qu'on est dans un marché qui nécessite le fait que la solution soit évangélisée et que on puisse présenter les bénéfices de notre outil. Ça se fait pas aussi simplement. C'est un marché où tout le monde n'est pas hyper tech savvy, a envie de s'auto-onboarder, de gérer son outil tout seul. Donc il y avait besoin de présence humaine en plus pour faire connaître la marque et le produit. Et donc du coup on s'est retrouvé à être en remote naturellement et en fait on a continué comme ça, c'est-à-dire qu'en fait dans nos recrutements on s'est rendu compte que c'était un critère stupide de vouloir absolument des gens à Paris, que quand on le mettait pas, en fait on tombait sur des gens qui étaient parfois meilleurs, parfois tout aussi bons et que ça fonctionnait bien parce qu'en fait on avait pris l'habitude de le faire. Alors après c'est une année où ça nous a permis justement de développer des trucs de base, mais comment est-ce qu'on partage la connaissance quand tout le monde n'est pas dans cette maison à habiter en coloc avec nous? On est bien obligé de diffuser la connaissance. Vous leur avez pas proposé de tous venir alors, évidemment on a fait des week-ends entiers et quelques semaines où il y avait pas mal de monde dans la maison, mais tu vois sur le long terme c'était vraiment pas jouable. J'imagine une bonne ambiance dans cette maison. Ouais, non, il y avait une bonne ambiance, c'était parfois un peu le bordel, mais l'ambiance c'était cool, ça bossait bien, mais l'ambiance c'était cool et donc il fallait partager la connaissance, fallait s'organiser et en fait on est resté en remote et ça a bien fonctionné, donc il y a pas mal de gens qui sont en remote. Donc en fait on a vu qu'on du coup aujourd'hui sur la team c'est quoi, il y a je crois qu'il y a à Paris je crois qu'on est 3 et il y en a 3 autres qui sont à Lyon. Dont on a des bureaux à Lyon parce qu'on a aussi des commerciaux qui sont pas mal à Lyon. Ouais. C'est une région dans laquelle on a passé, on s'est pas mal concentré. Et sinon tous les autres sont en remote. Donc en fait il y a pas mal de gens qui sont en remote depuis le début et ça fonctionne bien, quoi. Donc on essaye de se retrouver plusieurs fois dans l'année. Ça a été très dur ces derniers temps. On essaye de faire des trucs cool, mais ça fonctionne correctement et c'est chouette. Du coup, on n'a pas été super impacté par ce qui s'est passé par l'année et demie, mis à part que les trucs cool qu'on avait l'habitude de faire pour se réunir, pour monter à Paris et profiter d'un événement qui soit
on avait pris l'habitude en fait de faire que dès qu'il y avait un événement qui concernait les commerciaux, que les développeurs montent, ou l'inverse, pour qu'en fait il y ait simplement des trucs cool qui se passent dans la boîte et qu'on puisse tous se retrouver ensemble et que ce soit des moments qui soient pas des séminaires de boulot, mais qui soient vraiment des moments où on puisse de vie, qu'on puisse vraiment partager ensemble et discuter. Vous êtes combien aujourd'hui en tout? En tout, on est 70. On est 70 dans la boîte. Donc c'est une taille où commencer à réunir tout le monde, ça devient un effort. C'est un événement logistique. C'est clairement un événement logistique. C'était beaucoup moins le cas par le passé, donc c'était beaucoup plus facile et en fait, c'était hyper nécessaire. Et ça, par contre, pendant cette année et demie, là, tout ce bazar, ça a été hyper frustrant de pas arriver à se voir parce que certes, ok, on est habitué au remote, mais par contre, on a pris l'habitude de se voir et de faire des trucs ensemble cool. Et du coup, on était privé de ça, donc il y avait juste la peine, quoi. Il y avait plus aucun bénéfice à profiter de ces temps-là. Ok. Et tu me parlais de rêve californien. Je rebondis un peu. Rêve californien, dans 2-3 ans, Wavy, c'est où en termes de produits, en termes d'équipe, d'orga, voilà, si on prend rendez-vous dans 3 ans là, on en est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'aimerais bien, c'est que dans 3 ans, on soit pas des milliers, qu'on ait été capable justement de scaler notre organisation et qu'on n'ait pas besoin d'être toujours plus, qu'on soit capable de rester dans un nombre, en tout cas dans l'équipe produit dev, dans un nombre qui soit raisonnable et qu'on puisse s'organiser simplement sans avoir trop d'overhead et sans être trop nombreux. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'on soit des centaines pour construire le produit qu'on veut. Pour autant, les ambitions sur le plan du développement du produit, elles sont d'être un vrai acteur européen. Je pense que les États-Unis, c'est un marché énorme qui est lui par contre assez différent des Italiens et des Français et des Allemands. Là, il y a des spécificités. On se coupe pas les cheveux de la même manière aux États-Unis. Alors on se coupe je veux bien que tu nous racontes. On se coupe les cheveux, pas tout à fait de la même manière parce qu'en fait quand tu vas dans un salon, tu vas pas dans un salon, tu vas voir un barbier qui est dans un salon ou tu vas voir un coiffeur qui est dans un salon. C'est-à-dire qu'en fait le marché est en freelance. Et donc en fait c'est des gens qui louent des chaises à un commerçant, à un gérant d'établissement. Alors que chez nous les gens sont plutôt en CDI. Donc ça fait une vraie différence dans l'organisation de l'outil, qui est un modèle qui commence doucement d'ailleurs à arriver, qui est le même modèle qu'en Angleterre. Donc il y a quand même une vraie différence dans la manière dont c'est structuré, dont les revenus montent, comment est-ce qu'on facture les gens, vraiment différent, mais marché énorme et évidemment il y a des outils hyper intéressants en place, mais où il y a vraiment des choses à faire sur, je pense, l'angle spécifique que nous on a pris, qui est cette partie de vente de produits à destination des professionnels. On a un store sur lequel nos clients peuvent venir s'achalander en matériel professionnel, notamment en shampoing, en produits colorants, et ça c'est un axe hyper important de notre produit. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'on soit vraiment déployé en Europe dans de nombreux pays. Et quand je dis de nombreux pays, j'entends aussi non latins parce qu'on est pas mal dans des pays francophones, en Espagne. Je pense que l'Italie est un pays qui est proche de nous physiquement et culturellement. Ça pourrait bien fonctionner, mais j'aimerais bien qu'on monte dans des pays qui soient soit plus au nord, soit plus à l'est, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel et il y a un gros intérêt, notamment dans les pays de l'est, sur la beauté et sur la gestion. Et ça a quel impact pour toi alors c'est pas un rêve californien, donc c'est un rêve européen. C'est un vrai rêve d'européen, totalement. Ça a quel impact, j'ai envie de dire, produit en termes de fonctionnalité ou en termes d'infra ou en termes de... En termes d'infra, c'est évidemment de scaler, mais ça c'est un truc qui est passé, ça roule bien. Aujourd'hui, le sujet, ça va être de vraiment bosser la rétrocompatibilité. Si on veut être capable d'accéder à ce projet, il faut que n'importe qui puisse utiliser un appareil. Généralement, les commerçants utilisent des tablettes. Il s'avère que ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui nous disent voilà, on m'a offert une tablette il y a quelques Noëls, je me demande si je peux l'utiliser. Là, on n'aura pas l'occasion d'échanger avec eux. Il faut vraiment qu'on soit capable de fonctionner avec beaucoup d'appareils. Donc, il va vraiment y avoir un travail de rétrocompatibilité, d'optimisation de ce qu'on fait aujourd'hui pour être capable de fonctionner avec des devices qui soient un peu moins performants. Il y a évidemment un gros sujet de produit marketing sur l'acquisition et comment est-ce qu'on fait pour que les gens arrivent sur l'outil, mais je pense que notre vrai challenge sur le plan purement technique, c'est de faire que on soit hyper bon sur la rétrocompatibilité et quel que soit le device, une personne puisse bénéficier de l'ensemble de nos outils. Parce que du coup, quand vous allez voir un coiffeur, vous leur vendez la solution logicielle. Ouais. Par contre, ils doivent avoir leur device. Et vous adaptez leur device. Il n'y a pas de réflexion sur... et au passage, je te file la tablette qui va bien et qui est compatible avec notre... Si, tout à fait. Et ça, c'est une chance. Aujourd'hui, en effet, vu qu'on discute avec eux, on a l'occasion de leur dire, vous avez un vieil ordinateur, vous devriez prendre une tablette. Je vous recommande ces modèles-là que vous pouvez aller acheter chez n'importe quel
commerçants. Non, vous leur offrez pas, quoi. Non, on n'offre pas les devices. Okay. Ça pourrait faire partie d'une stratégie d'acquisition, mais on l'a pas fait. Et l'intérêt aussi, c'est qu'ils puissent en profiter eux, que ce soit leur appareil, et qu'ils fassent le choix de leur appareil. Et il y a un autre intérêt, c'est que ça prend beaucoup moins de place qu'un énorme ordinateur dans un établissement. Mais du coup, oui, on a l'occasion de discuter avec eux et de leur dire, voilà, ce device-là, il a des bonnes perfs, on va pouvoir fonctionner dessus. Par contre, si on n'échange pas avec eux et qu'ils découvrent Wavy et qu'ils s'auto-onboard, là, il va falloir qu'on soit bon et que on n'ait pas à leur raconter ça. Et du coup, là, aujourd'hui, la rétrocompatibilité, vous remontez jusqu'à des devices qui sont sortis à quelle année, là? On va pas aller sur 10 ans ou un truc aussi loin, mais ce qu'on aimerait bien, c'est que des appareils qui aient 4 ans, qui ont 4 ans fonctionnent vraiment bien. Et pas forcément des appareils haut de gamme, des appareils bas de gamme qui ont 4 ans. Voilà, l'objectif, c'est que ça tourne vraiment bien, parce que je pense que ça représente la majeure partie du parc qui est en Europe, et que du coup, ça pourrait être. Donc ça pour toi, c'est un des sujets techniques, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand vous développez, quand vous faites une version, faut tout retester sur tous les devices et toutes les versions de devices. Le QA, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet technico-produit, parce que ouais, ça demande pas mal de taf, ça demande beaucoup d'appareils. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, mais il y a des choses qu'on découvre toujours quand on le fait manuellement. Et c'est un sujet qui est vraiment au croisement des deux, et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et du coup, ce sont les développeurs qui font la partie. Enfin, là, tu parles de QA. Ouais. Les devs sont full stack, mais est-ce qu'ils s'occupent de la partie testing? C'est qui fait les tests, en fait? En fait, il y a toujours du testing du côté des devs. Ouais. Il y a des tests unitaires qui sont faits. Il y a du testing à la main qui est fait de leur côté, du monkey test presque qui est fait de leur côté. Mais nous, on a une phase avec mon collègue, avec Chris. Tous les product managers font une phase de QA, et on a des outils qui nous permettent d'automatiser une partie du test end-to-end sur vraiment les tâches courantes qui sont systématiquement testées. Et ça, ces tests end-to-end nous font gagner évidemment beaucoup de temps, mais bizarrement, à chaque fois qu'on fait un truc à la main, un truc un peu bizarre, on découvre un truc, on apprend un truc, et ça c'est intéressant et rassurant aussi, mais ouais, ça va être un vrai sujet d'être capable de faire que ces tests end-to-end fonctionnent sur beaucoup d'appareils différents, et qu'on soit capable, nous, d'avoir cette espèce de mur de device qu'il va nous falloir pour avancer toujours un peu plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux techniques que la rétrocompatibilité, des choses qui vont être en visibilité de ton côté? Je sais que tu m'avais parlé il y a quelques semaines tu m'avais parlé de dette technique, mais tu m'avais parlé également de tout ce qui était web analytics pour toi. Ouais, tout à fait. Sur la dette technique, c'est un peu ce que je te disais. Il y a ces choix qu'on a fait à un moment qui sont avérés pas être bons. Il y a ces changements qu'on fait, par exemple, sur notre API. Donc ça, c'est des trucs qu'on change dans cet objectif, en fait, de rétrocompatibilité et de performance. D'accord. Donc c'est un projet un peu long terme pour nous, qui est de préparer tout ce travail-là pour s'assurer qu'on soit dans les meilleures conditions quand on va lancer ce projet-là, et qu'on ait un socle vraiment solide qui nous permette d'avancer de manière confortable et sereine sur cet outil-là. Sur la partie web analytics, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait traquer et qu'on pourrait suivre, qu'on pourrait consulter, et ça va être un gros sujet pour cette partie marketing produit. Sur la partie tech, de vraiment être très précis sur ce suivi-là. C'est pas un sujet extrêmement novateur, mais c'est un projet qu'il faut faire extrêmement bien et être hyper soigneux sur sa réalisation, parce que sinon c'est un maillon. Aujourd'hui, vous avez pas de solution? Si, aujourd'hui on a des analytics qui sont en place. Si, évidemment, on a des analytics qui sont en place qui nous permettent de suivre beaucoup de choses, que ce soit sur le front ou sur l'infra. Donc on a pas mal d'analytics, mais on pourrait aller, je pense un peu plus loin, et surtout être capable de pas uniquement être en consultation de ce qui se passe, mais pouvoir vraiment l'exploiter pour pas forcément apporter des nouvelles fonctionnalités, mais se donner un peu de vue sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est un truc qui nous permet de regarder ce qu'on fait en ce moment, et je me dis que si on arrive à concevoir bien cet outil, c'est un truc qui pourra nous permettre de nous projeter dans une roadmap un peu plus long terme que juste le truc à court terme qu'on doit améliorer, ou le truc au contraire qui a bien fonctionné. Je me dis que il y a vraiment une bonne voie pour avancer là-dedans. Ok. Donc un de tes enjeux, quoi. Ouais. Un de tes enjeux. Ouais. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de testing et beaucoup de devices sur les années à venir. Ouais, ça va être les deux sujets. Ouais. Côté produit, il
y a la solution pourquoi faire, mais je crois qu'il y a un gros enjeu aussi de marketplace. Tout à fait. Voilà, dans 3 ans, il y a c'est un des gros enjeux. Ça va avoir pris. En fait, le projet de Wavy, c'est d'être capable de proposer toute une palette de services à nos clients, que ce soit des services digitaux, mais aussi des services physiques. Et le premier service physique qu'on propose, c'est un e-commerce, c'est le fait de proposer un e-commerce à l'intérieur de l'application à nos clients pour qu'ils puissent acheter des produits. En fait, l'intérêt, c'est d'associer les stocks et la fonctionnalité, le produit de stock qu'on a avec les informations sur la consommation, les produits qui sont en faible quantité, avec ce catalogue de produits qu'on leur propose pour le faire livrer chez eux. En fait, l'intérêt, c'est aussi de s'épargner cette phase de gestion de stock hyper fastidieuse où tu dois scanner, faire de l'entrée de data pour saisir le nom du produit, l'ajouter à tes stocks. On fait tout notre possible évidemment pour que cette phase soit la plus simple possible et que tu puisses scanner avec ton appareil photo. Malgré tout, il y a toujours des choses à rentrer, des produits qu'on n'a pas encore dans notre DB et ce genre de choses. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une facilité dans l'achat et dans le réassort des produits, surtout que sur notre marché, il y a pas mal de spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des gammes qui sont exclusives, donc il faut avoir un accord pour être capable de l'acheter et de la distribuer, mais surtout si tu veux acheter une gamme, si tu veux acheter un produit d'une gamme, en fait, il faut acheter toute la gamme. Donc tout notre travail sur la partie logistique, ça ne me concerne pas du tout directement, mais c'est de faire que nos clients soient capables d'acheter des produits en petite quantité sans coût minimum d'achat, et donc d'arriver à créer ce produit à l'intérieur de l'application. Nous, tout notre intérêt, c'est qu'il soit dans le même écosystème produit, c'est-à-dire que ce soit pas une WebView, mais que ce soit vraiment dans l'application, qu'ils aient les mêmes repères, que ce soit le même UI, le même UI kit, et qu'ils puissent se balader dans cette immense boutique où il y a aujourd'hui pas mal de ressources. Donc le challenge va être évidemment de l'adapter nationalement, parce que là, il y a des besoins nationaux qui sont différents, il y a des marques, des intérêts qui vont être différents, donc il y a de l'adaptation nationale, et puis il y a une adaptation aussi logistique, parce qu'on va avoir des entrepôts dans plusieurs pays, et donc il va falloir construire cet outil différemment en fonction des pays. On a tout fait à la main sur cette partie-là parce qu'on n'a pas trouvé chaussure à notre pied. On pensait trouver un outil sur la partie logistique. Sur la partie e-commerce, on pensait trouver un outil qui soit headless et qui nous permette de gérer le. Vous aviez benché quoi à l'époque? De gérer le front. On a vu des gros trucs comme la partie headless de Shopify. On s'est dit que c'était un bon point d'entrée. Après on a vu les gros autres e-commerce classiques, mais sur le headless, on s'était dit que ça allait être facile. Et en fait, à chaque fois, on tombait sur des problématiques qui faisaient que ça répondait pas tout à fait à notre cas d'usage et qu'on était vraiment bloqué sur un point. Et vous pouviez pas customiser En fait, plus on se disait tiens on va customiser, plus on se disait qu'en fait c'était une mauvaise idée, que c'était juste une manière de dire que ça correspondait pas à notre besoin et qu'on allait essayer de tordre un usage vers autre chose que ce pourquoi c'était fait initialement. Et donc du coup on a abandonné, on a pris en fait nos outils et on a construit quelque chose maison, et aujourd'hui ça roule bien et ça fonctionne bien. Donc il y a évidemment ce sujet du store qui sur le plan international est précis lui aussi à travailler, parce que beaucoup de besoins nationaux, et du coup on peut pas avoir des règles uniformes sur l'ensemble des territoires qu'on va attaquer. Ok, bon, quelques petits enjeux quoi. Ouais, on a un peu de boulot, ouais. Ouais, on a 2-3 trucs. Est-ce que ces 4 dernières années, j'imagine, j'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un de particulièrement stressé ou sujet au stress. Est-ce que c'est une impression ou Non, je pense que c'est une impression. Moi, je le suis un peu. Ouais, non, je le suis totalement, mais les choses se sont améliorées. Les choses vont mieux, je le gère mieux. Il y a des gens super forts avec qui je bosse tous les jours, et du coup qui me rassure, ou au contraire qui m'alerte sur des problèmes, mais du coup c'est du bon stress, c'est du stress logique, et du coup ça fait qu'on travaille dans des meilleures conditions, et quand on travaille dans des meilleures conditions on est moins stressé, ou en tout cas ça se voit moins, et du coup ça marche mieux et ça bosse mieux. Voilà, on n'a pas l'impression que tu sois trop sujet. Est-ce que tu as eu malgré tout quelques nuits blanches dont tu te rappelles à cause du boulot, tu pourrais nous raconter? On a eu en fait, on a fait notre lancement hyper tôt, notre lancement commercial, on l'a fait hyper tôt, au milieu de notre bêta, et du coup, on a fait un rush toute la nuit, juste avant d'être sur un salon. C'était un salon physique commercial, et donc on a rushé toute la nuit pour être capable de livrer les derniers points manquants qu'il y avait sur la version
qu'on voulait présenter pendant ce salon, sur lequel évidemment on avait fait un investissement important. Donc on a commencé notre premier lancement commercial. On n'était pas en grande forme. Bon, heureusement, moi je suis pas commercial, donc ça a pas eu beaucoup d'impact sur les résultats, mais disons que ça a été un début un peu sportif. Et donc après c'est 2 jours. Ça a marché ou pas? 2 jours comme ça a bien marché. Il n'y a pas eu d'effet présentation. Il n'y a pas eu d'effet démo dès le premier jour, donc ça a été hyper cool. Mais ça a été une nuit où on pensait que ça allait bien se passer. En fait, ça s'est très très mal passé, et du coup il a fallu vraiment se donner. Mais ouais, non, ça a été dur, mais ça a été un bon lancement commercial, et c'était hyper agréable, surtout de voir des clients commencer à l'utiliser et à découvrir le produit sans qu'on soit un peu derrière en train de voir comment ça allait se passer. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Donc nuit fatigante, mais après bon prix. D'autres nuits blanches où t'as eu chaud sous les bras? Bah écoute, comme ça, on a eu au début on a eu quelques downs, et ça c'était pas cool. C'était dur. Après, c'est le tout début, on avait très peu de clients, et il fallait structurer vite, et c'était un manque de temps et un manque d'effort. Donc ça s'est heureusement pas produit par la suite, mais au début tu te dis que ça va pas bien se passer, quoi, forcément. Et en fait, ça se corrige très bien, et après ça se reproduit pas. Mais c'est un truc sur lequel on est hyper vigilant, parce que c'est devenu une inquiétude, tu vois, qui s'est pas reproduit, mais ça reste comme un truc qui nous a marqué, et sur lequel on fait vraiment gaffe, parce que c'est hyper anxiogène en fait, parce que on a un outil qui est utilisé quotidiennement, des dizaines et dizaines de fois par jour. Vous avez combien de clients là, aujourd'hui? On a 4000 clients, et en fait on a 4000 établissements. Chacun de ces établissements a 3,5 collaborateurs en moyenne. On propose par exemple des sites internet, donc il y a entre 5000 et 10 000 personnes dans le fichier client, donc il y a beaucoup de visites sur les sites internet, sur l'ensemble de notre parc de sites internet, il y a beaucoup de visites. Nos clients utilisent les terminaux un nombre incalculable de fois par jour, plusieurs dizaines de fois, 30-40 fois par jour. Donc en fait, la moindre perturbation, en fait on les bloque. Ils peuvent soit pas consulter leur stock, soit pas consulter leur rendez-vous, soit pas être capable de lancer un événement marketing. Et en fait il faut qu'il y ait une très très haute disponibilité. Alors c'est faisable, mais ça nécessite de s'assurer qu'on fait correctement les choses, et on peut pas bloquer en fait les gens, on peut pas bloquer nos clients parce qu'on a une mise à jour ou une amélioration à faire, ou de la maintenance à faire. C'est pas possible. Alors il faut le faire à un moment. Le confinement était un bon moment pour faire ce genre de truc. Voilà. En toute honnêteté, on s'est permis des choses qu'on n'aurait pas fait. Là, on a eu le temps. Là, on s'est permis de faire des choses qu'on n'aurait pas fait dans des périodes classiques. Mais ouais, sinon, il y a un haut besoin de disponibilité sur notre solution, parce que nos clients sont tous les jours dessus, parce que s'ils n'ont pas de réservation en ligne, ils perdent des sous. Et encore une fois, notre objectif, c'est de faire qu'ils gagnent de l'argent. Et du coup, le confinement, tout ça, l'effet Covid sur le business, ça a été un peu, enfin, pour les coiffeurs, ça a été un peu la cata, quoi. Ouais, pour vous, fatalement, ça a été dur pour nos clients. On a fait une petite étude pour regarder un peu ce qui s'était passé. Ils ont quand même perdu plus de 20%. Je crois que c'est 23% de leur chiffre d'affaires annuel. Malgré. C'est pas. Enfin, j'aurais dit plus que ça, quoi. Ils ont eu évidemment la chance d'être plus ouverts que d'autres commerçants, mais malgré tout, il y a eu assez peu de visites, et ils ont fait beaucoup de ce qu'ils pouvaient. Pas sur 2021. C'est évidemment pas fini, mais c'était sur 2020. Et puis il y a eu plein d'effets à rebond qui font qu'en fait il y a eu moins de visites, de moins en moins de visites, que ces rendez-vous, pardon, on parle de visites chez nous, je suis désolé, il y a eu de moins en moins de rendez-vous, et que ces rendez-vous étaient avec des fiches moyennes pas beaucoup plus faibles que d'habitude. D'habitude, quand il y a moins de visites, les gens dépensent un peu plus quand ils y vont, ils se font plus plaisir, et là c'était pas tout à fait cet événement-là, donc ça a quand même été une année dure pour eux. Nous, sur le plan technique, je te dis, on a profité pour faire des mises en prod un peu plus confortable en réalité que ce qu'on aurait fait s'il y avait pas eu ces événements-là. Mais ça a été pour nous, et je pense pour beaucoup d'acteurs auprès des petits commerçants, un vrai catalyseur, parce qu'il y a il y a eu un besoin de se digitaliser. En fait, il y a une partie que les commerçants ont compris, c'est que, je sais pas s'ils l'expriment dans ces termes, mais c'est clairement ça qui se passe, c'est qu'ils ont besoin de scaler certains de leurs process, ils ont besoin d'automatiser beaucoup de choses, et on propose ce genre de service. C'est notre boulot de faire ça, et c'est notre boulot de leur faire gagner du temps. Et en fait, dans des périodes comme le confinement, ou comme les reprises de confinement, c'est ce que je te disais un peu au début, dans des reprises de confinement, les gens qui n'ont pas de réservation en ligne, ou qui n'ont pas de capacité de discuter simplement avec leurs clients, en fait, ils se retrouvent à être au téléphone, et ils perdent énormément de temps, parce qu'en fait, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, parce qu'ils peuvent pas tout traiter. Et le principe de nos outils, c'est de leur permettre d'absorber tout ce volume et de le gérer automatiquement. Et ça a vraiment, ça s'est vraiment révélé pendant ces derniers mois et cette année et demie, du coup. Ça a bien marché. Est-ce que Victor, il y a une question que t'aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Je crois pas.
Ah oui. Comme ça, j'ai pas de, parce je t'ai évoqué les sujets que j'avais en tête, qui étaient sur les performances et sur la rétrocompatibilité. Donc je vois pas un point. Alors du coup, je vais t'en poser une. Est-ce que tu serais capable je suis nullissime en dessin. Ouais. Est-ce que tu serais capable de m'apprendre à dessiner un barbier ou un coiffeur? Plaisir. Avec grand plaisir. Je t'en dessine un tout seul. Je t'en dessine un avec tes conseils. On met ça sur la vignette du podcast. Ça roule avec grand plaisir. Ça marche. Bon, bah très bien. Merci. Challenge, je sais pas si on va le rendre. Ouais. On va voir. À très bientôt. Salut Pierre. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.